au niveau des communautés pour qu'on voit des changements précis. Et ce que, par exemple, nous pensons, c'est qu'il va falloir quelques exemples, par exemple. Si nous prenons le domaine de l'agriculture, vous savez qu'à part les forêts, le sol constitue ce qu'on appelle des puits carbone. Donc, il faut promouvoir l'agriculture durable. Comment promouvoir l'agriculture durable de manière concrète? Il y a des initiatives qui existent, par exemple, au Togo, avec l'université, le centre de valorisation des déchets, qui transforme, par exemple, les déchets urbains en compost. Ils ont fait des recherches. Cela existe. Comment mettre en place un mécanisme concret de financement pour que ces composts-là soient transformés en engrais organiques qu'on peut emballer, c'est déjà là, mais qu'on peut vendre à grande échelle et que le Togo peut même exporter, puisque les pays développés en ont besoin. Dans d'autres pays de la sous-région en ont besoin. Comment appuyer cette initiative pour en faire une initiative à l'exportation? Cherchez des professionnels aguerris pour vous aider à relever vos défis de performance. Vous avez besoin de formations pratiques et de haut niveau en management et en marketing. Besoin de faire auditer votre organisation. Besoin de recruter du personnel ou d'évaluer vos ressources humaines. Besoin de planification stratégique. Voulez-vous mobiliser votre équipe autour d'une vision partagée, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés dans votre entreprise ou au sein de votre institution? AK International Consulting a une solution pour vous. N'hésitez pas à nous contacter au plus 228 22 43 97 06 ou 99 99 94 14 ou encore au 90 96 95 33 ou envoyez-nous un email à akinterconsulting@gmail.com ou visitez notre site web au www.ak-interconsulting.com. AK International Consulting, une équipe de professionnels au service de votre performance. IFBC, Institut de formation bancaire Credo. En cours du jour et du soir, l'IFBC vous propose des formations en brevet professionnel. Niveau minimum requis, bac ou BTS. Premier certificat gradé de banque spécialisé pour particuliers. Deuxième certificat gradé de banque spécialisé pour entreprise. Et le troisième certificat assimilé cadre de banque pour directeur d'agence. L'IFBC vous encadre aussi en des formations modulaires de qualification ou de spécialisation pour les fonctions de caissier ou guichetier de banque ou de microfinance, comptable, agent de marketing et d'assurance, avec possibilité de stage en fait de formation sur place dans la section microfinance de l'IFBC. Pour plus d'informations, sonnez au 00228 22 21 73 50, 90 16 99 27 ou 99 47 18 23. IFBC, adhérez à l'ensemble des principes, notre credo. Connaissez-vous le meilleur du transfert d'argent? Chronocash, c'est facile, rapide, sécurisé et moins cher. Et justement, parlant de moins cher, visitez nos tarifs. Et le plus génial dans tout ça, c'est que c'est le même tarif dans tout l'espace UEMOA. Et mieux encore, vous pouvez désormais envoyer et recevoir rapidement de l'argent dans toutes les agences UTB au Togo. Avec Chronocash, des transferts d'argent rapides, fiables et à moindre coût. Ensuite, comment motiver les banques à financer l'agriculture durable? Si quelqu'un veut faire l'agriculture aujourd'hui en utilisant les composants, les banques vont revenir avec des systèmes de crédit. Est-ce qu'au niveau du Togo, on peut mettre en place des systèmes pour rassurer les banques et accompagner ce processus d'agriculture durable? On peut, avec les assurances, trouver une forme d'assurance pour que les groupements qu'on a, on a des projets au niveau du ministère de l'Agriculture, pour que les groupements là puissent souscrire à l'assurance. Comme ça, lorsque il y a une inondation qui vient, qui détruit, l'assurance va rembourser. C'est-à-dire c'est des préoccupations. Tant que nous n'arrivons pas à traduire les planifications là en des actions concrètes, avec des réunions avec les banques, les institutions bancaires, trouver des mécanismes, prendre des décrets pour encourager les banques à faire cela, ces stratégies resteront toujours de la pure théorie sans avoir un changement concret
sur les communautés locales. Si je prends encore le domaine des constructions, je le disais tantôt, les banques financent énormément les constructions au niveau de l'État et au niveau du pays. On appuie les crédits immobiliers. Est-ce qu'il peut y avoir une loi? Est-ce qu'on prend l'aspect environnement? Est-ce qu'il peut y avoir une loi qui oblige la banque, avant d'octroyer ce crédit-là, de s'assurer que l'immeuble qui sera construit va respecter les normes environnementales, ou bien on va toujours laisser les banques continuer à donner les crédits selon leurs critères sans intégrer l'aspect environnemental, l'aspect durabilité. Ouais. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir un système bancaire qui encourage, par exemple, les gens qui construisent à économiser l'énergie, à utiliser les ampoules qui consomment moins, à avoir des systèmes qui utilisent moins d'énergie? Est-ce qu'on peut avoir une loi, un décret sur les énergies, la transition énergétique? Tant que, excusez-moi, je sais que le ministère de l'Environnement du Togo fait beaucoup de choses et je l'ai rappelé. Dans tout ce que j'ai dit, la société civile, nous, au niveau de la société civile, nous voyons qu'il y a un certain immobilisme au niveau de la mise en œuvre et au niveau même des États africains par rapport à la traduction concrète de toutes ces stratégies en ces activités concrètes. Si vous voyez par exemple en France, il y a ce qu'on appelle les chèques énergie pour les ménages. Donc les ménages qui acceptent d'utiliser les ampoules qui consomment moins ont certains chèques avec certains avantages. Un encouragement. Voilà, des primes énergie qu'on donne aux communautés ou bien aux collectivités locales qui font des programmes de reboisement, des programmes verts, des programmes qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques. Ils ont un soutien au niveau global. Est-ce qu'on peut avoir des lois? Parce que pour faire tout ça, il faut des lois. Est-ce qu'on peut avoir des lois, des décrets qui instituent de ces choses simples pour que dans la vie de tous les jours, les citoyens, le ménage, les groupements, les agriculteurs, ceux qui construisent, puissent intégrer tout cela dans les changements climatiques? Un exemple encore, au niveau des entreprises, nous avons beaucoup d'entreprises qui polluent. Ces entreprises-là, est-ce qu'on peut avoir, aujourd'hui la RSE est là, mais il n'y a pas une loi. Il n'y a pas une loi. Est-ce qu'on peut avoir une loi qui institue la responsabilité sociétale des entreprises pour que certaines entreprises puissent contribuer au changement climatique en appuyant par exemple les reboisements? Il y a certaines entreprises qui le font, mais ce n'est pas formalisé, il n'y a pas un décret. Est-ce qu'on peut avoir par exemple des entreprises... Un quota par exemple. Voilà. Un quota au niveau de chaque entreprise. Quelque chose de motivation. À partir de vos bénéfices, vous devez intervenir avec tel quota, tel pourcentage pour l'environnement. Voilà. Ou bien, voilà. Vous pouvez peut-être aller dans un village, financer 10 millions, vous donner du gaz par exemple, pour que les gens utilisent le gaz. Vous pouvez aller reboiser. Tout cela restera des théories. Et c'est ce que nous avons constaté au niveau de la société civile dans beaucoup d'États. Nous sommes toujours dans la théorie et les changements climatiques continuent par avoir des impacts sur les groupes vulnérables qui sont les communautés locales. Donc, ce que nous pensons, ce que nos États doivent aller vers ces pas. Je vais encore donner un exemple. Oui. Prenez seulement l'État et voyez la capacité, ce que l'État consomme avec les imprimantes, les ordinateurs, les papiers, les équipements pour alimenter l'ensemble des bureaux. Est-ce que ces équipements-là sont durables? Si quelqu'un veut livrer une imprimante, est-ce qu'on a un critère pour que l'imprimant qui donne soit un imprimant moins polluant? Est-ce que les papiers rames, les papiers sont les papiers recyclables? Est-ce que tout ce que l'État consomme sont durables? Si ce n'est pas ça, est-ce qu'on peut avoir de manière concrète un décret qui institue que tout ce que l'État doit consommer doit être durable, doit être recyclable et s'assurer qu'on respecte cela? Ce n'est qu'à travers ces choses simples que le Togo peut atteindre les objectifs de réduction des changements climatiques. Oui, M. Fabrice, pourquoi vous aimez beaucoup plus les décrets au lieu de parler des lois? Des propositions de loi. Oui, des propositions de loi. Vous savez, nous avons tout ce que je dis là. Certains me disent non, le Togo a déjà la loi cadre sur l'environnement. Je suis un juriste de l'environnement. Nous avons une loi cadre
Et pour les juristes, on sait qu'une loi cadre pose les principes généraux. Voilà, mais elle ne va pas dans... La loi cadre togolaise ne permet pas de contraindre une entreprise pour faire la RSE, de faire tout ce que j'ai dit. Maintenant, à travers cette loi cadre, on prend une série de décrets des domaines pour réglementer des domaines spécifiques. Et surprenant beaucoup d'États africains. Moi, je fais une analyse globale. Beaucoup d'États africains. Le code de l'eau, nous avons quelques décrets, mais on n'a pas tout. Donc, vous avez des décrets. Vous avez la loi le code de l'environnement de 1988, RSC, jusqu'à être modifié en 2010, plusieurs années, ça n'a jamais eu un décret d'application. Tant que les décrets là ne sont pas et les lois ne sont pas des décrets, des arrêtés, c'est-à-dire on doit prendre des décrets, des arrêtés, on doit pour que ça s'applique et avoir une inspection pour contrôler. Quand on prend un décret, une loi, un test, il faut contrôler, il faut mettre en œuvre, il faut que ce soit applicable. Et en faisant tout ça, nous allons atteindre les engagements. Je dis que tout ce que je dis, ce n'est pas pour des critiques uniquement pour le ministère de l'Environnement. C'est parce que nous sommes dans le domaine des changements climatiques. Mais je parle aussi du code de l'eau, je parle du code de la santé. C'est-à-dire, de manière globale, nous avons un problème. Ici, en ce qui concerne... c'est les idées, les rêves. Voilà. Donc, le souhait est qu'on puisse aller au-delà. Bon, maintenant, les États diront, on n'a pas un financement de la BAD ou quoi pour faire un décret. C'est bon. Si la BAD ne nous donne pas, ou le PNUD ne nous donne pas, est-ce qu'au niveau du Togo, il n'est pas possible de mettre, pour certains trucs urgents, de mettre en place des comités, de prendre un professeur d'université pour de le diriger, de prendre les techniciens pour faire nous-mêmes nos codes, pour faire nous-mêmes nos décrets, circuler, valider. Puis combien d'années on va attendre peut-être la BAD ou bien le PNUD? S'il n'y en a pas, est-ce qu'on doit laisser comme ça ou bien on doit passer à l'action pour que nous-mêmes on puisse, en marge de ce que les gens nous donnent, qu'on puisse aller au-delà et nous-mêmes prendre certaines initiatives. C'est là où, au niveau de la société civile, nous pensons que les États, ce n'est pas uniquement le Togo, les États vont trop lentement, qu'il y a des choses que les États peuvent faire sans argent. Moi, je suis ici, il y a les enseignants à l'université, il y a beaucoup de gens, si on les invite à des réunions pour contribuer à l'avant d'un décret, les gens viendront. Les enseignants de l'université, ils viendront avec fierté. Pourquoi ça peut bloquer? Donc, je pense qu'il faut que les États africains, de manière globale, pensent que les changements climatiques, c'est une réalité. Et donc, nous ne devons pas attendre. C'est comme une course à la montre. Et donc, effectivement, une course à la montre. Et donc, on doit, si on trouve les financements, on l'utilise. Si on ne trouve pas, qu'est-ce que nous on peut faire? Puisque c'est urgent pour contribuer à stabiliser le climat. Oui, maintenant, vous-même, la société civile, qu'est-ce que vous pensez faire? Oui, la société civile, nous aussi, on fait nos actions en appui à l'État. Parce toujours que nous sommes des partenaires. Dans la même lenteur. Nous sommes, dans la même lenteur. C'est vrai que la société civile aussi, la capacité de mobilisation des ressources de la société civile togolaise, elle n'est pas... Quand vous mobilisez, c'est chacun pour soi. Non, chacun pour soi, pourquoi? Parce que, par exemple, mon ONG, nous appuyons l'État. Nous faisons beaucoup d'activités sur la lutte contre la déforestation. Nous prenons des positions, nous avons des actions concrètes que nous faisons. Donc, dans d'autres domaines encore, en ce qui concerne l'ANS Togo, nous travaillons avec l'État. Donc, d'autres ONG aussi le font, mais ce que je remarque au niveau des ONG, peut-être il faut que les ONG, et c'est ce que nous on fait, l'ensemble des ONG, nous devons travailler que sur les cibles de l'État. C'est-à-dire que l'État fixe ses objectifs. Les ONG, si tu veux travailler dans les changements climatiques, il faut voir les activités prévues et pour que les actions ne soient pas dispersées et que tout ce qu'on fait et tout ce que nous faisons aille dans le même objectif qui est de lutter contre par l'État. Voilà. Mais je sais qu'il y a, le Togo vient de bénéficier d'un appui de l'Union européenne avec le projet AMCC+, qui va commencer bientôt et qui va permettre plusieurs actions de reboisement, les planifications et créer un cadre que les ONG doivent suivre pour que chacun concourt à lutter effectivement contre les changements climatiques. Donc je pense que l'ensemble des acteurs, les universitaires aussi ont un rôle à jouer. Il y a aussi un appui de la FAO.
Mais attendez, quand vous dites qu'il faut bien construire, il ne faut pas utiliser tel moteur qui dégage trop de chaleur, il ne faut pas utiliser tel matériel, qu'est-ce que vous dites des Américains, des Chinois qui roulent à 100 à l'heure? Oui, mais c'est vrai que les États-Unis et la Chine constituent... Dont les industries polluent 24 heures sur 24. Constituent les grosses entreprises polluantes. Et pendant longtemps, ces puissances n'étaient pas, même le Brésil, ces États n'étaient pas, n'est-ce pas, dans le protocole de Kyoto. Mais aujourd'hui, dans l'accord de Paris, tous ces États-là sont là. La Chine, les États-Unis. L'ensemble des États se retrouvent dans l'accord de Paris, ce qui constitue une avancée. Donc, et ces États-là ont amené leurs contributions prévues et déterminées au niveau national. C'est-à-dire, on fait des programmes de réduction. Donc, je pense que, et vous voyez, je vous avais dit ça, dans la plateforme 2050, les États-Unis prévoient une réduction de 80% d'ici l'an 2050 de leur gaz à effet de serre. Si, et je pense que ça sera difficile pour Trump de revenir tout cela, si les États-Unis peuvent d'ici 2050 contribuer à une réduction de 80% de leurs émissions, je pense que c'est énorme. Et donc aujourd'hui, ce mouvement-là est là, et je pense que, étant donné que les États se retrouvent, ça permettra à terme, n'est-ce pas, d'atteindre les objectifs qui sont visés par l'accord de Paris. Nous allons maintenant de plein pied nous jeter dans la justice climatique. C'est quoi la justice climatique? Oui, vous savez, les questions de justice sont déjà contenues dans la Convention cadre des Nations Unies, puisque la Convention cadre des Nations Unies demande aux États de prendre des mesures de prévention du climat, tout en respectant, n'est-ce pas, la justice et l'équité. Mais au plan international aujourd'hui, il y a un débat en droit international sur le contenu même de l'équité. Sans toutefois rentrer... Moi, je suis là, je suis le Togo, je ne pollue pas. Je suis le Ghana, je ne pollue pas. Le Bénin pollue moins, la Côte d'Ivoire pollue moins. Mais les États-Unis polluent plus de 100 fois que nous. La Chine pollue 1000 fois que nous. Comment est-ce qu'on doit faire pour que ceux qui polluent plus aident ceux qui polluent moins? Oui, c'est le débat. Et c'est ce que nous, la société civile, on demande. Et je peux un peu expliquer pour que les téléspectateurs comprennent. Les impacts ne sont pas liés à l'État pollué. C'est-à-dire, on pollue aux États-Unis, par exemple, les impacts peuvent être durement subis au Togo. Donc, si le Togo pollue, par exemple, les impacts peuvent être subis quelque part en Australie. Donc, ça veut dire que... Mais il faut arrêter celui qui pollue plus. Maintenant, il y a une injustice. Puisque si un État pollue et qu'un État peut subir les conséquences, il y a une injustice. Maintenant, comment... C'est pour cela que... réglementer. C'est pour cela que le problème des responsabilités, la responsabilité des États a toujours été posée dans la Convention cadre des Nations Unies pour l'environnement. Donc, on voulait que les États, puisque ça fait partie des principes de Rio, le principe de la responsabilité des États. Donc, l'État qui cause un dommage doit en être responsable et payer les dommages. Par exemple, si nous avons des milliers d'hectares de cultures qui sont envahis ici par suite des changements climatiques, il faut que les États qui en ont contribué puissent payer. Maintenant, le problème, c'est quoi? S'il y a un impact subi au Togo ici, et on détruit les cultures, c'est vrai que les États-Unis polluent, la Chine pollue, mais c'est-à-dire comment établir le lien de causalité entre le fait qui a été subi ici et la pollution directe aux États-Unis pour pouvoir engager les responsabilités en droit international? Il faut un lien, parce que nous sommes en matière de responsabilité, il faut un lien de cause à effet. Il faut établir que le fait A a concouru, n'est-ce pas, le fait A a concouru à dégrader, à causer le dommage B. Maintenant, comment établir ce lien? Et tant qu'en droit international, le lien n'est pas clair, il est difficile d'établir. Et donc, voilà. Et pourquoi les États se retrouvent, les États développés, utilisent ce principe pour dire non, mais établissez la relation de cause à effet, qui est une relation
difficile à établir. Mais au moins là où, donc ces États refusent de reconnaître cette responsabilité. Mais ce sont eux-mêmes qui sont plus développés. Oui, mais le problème revient. Découvrir cette. Oui, le problème revient à chaque COP, à chaque conférence des parties, le problème revient. Mais tant que le lien de cause à effet n'est pas établi, la responsabilité personnelle d'un État, il sera difficile. Mais la responsabilité collective des États pollueurs se traduit progressivement dans la Convention, puisque les États, sans toutefois que l'accord de Paris mentionne que les États qui polluent doivent payer, c'est que les États développés s'engagent à accompagner les pays en développement en octroyant les financements, les 100 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour accompagner, n'est-ce pas, les programmes de lutte contre le réchauffement climatique et les programmes d'adaptation. Où seront domiciliés les 100 milliards de dollars? Encore chez les pollueurs ou bien chez les Non, il y a des fonds. Nous avons par exemple le fonds vert, nous avons le fonds d'adaptation. Donc ce sont les mécanismes. Il y a des mécanismes qui existent et nous avons des États nous avons des banques. Par exemple, la BOAD a été accréditée pour gérer le fonds au niveau du Togo, pour accompagner les États de l'Afrique de l'Ouest dans, n'est-ce pas, dans la soumission des dossiers, dans la réception des fonds, accompagner la mise en œuvre. Donc, il y a des banques qui ont été accréditées dans chaque région pour accompagner ça. Donc disons que Monsieur Arona Ladja, vous comprenez à peu près la difficulté. Moi, je suis ONG. Chaque jour, nous soutenons ça dans les déclarations, dans les réseaux. Mais en tant que juriste, je vois la limite pour engager directement la responsabilité personnelle d'un État, puisqu'il y aura toujours le problème de relation de cause à effet. Mais disons que les progrès avec les engagements des États à donner des financements pour accompagner les États, c'est une reconnaissance implicite de cette responsabilité. Quand bien on aurait bien voulu que l'accord de Paris contienne la responsabilité de ces États. Oui, aujourd'hui, la couche d'ozone est menacée. Elle a un grand trou. Or, c'est cette couche qui nous protège tous contre le soleil, contre les maladies, contre les différents effets naturels. Alors, est-ce qu'il faut attendre, c'est quand maintenant elle va partir totalement et que nous ne serons plus en mesure de sortir dans le soleil, que nous allons comprendre la responsabilité collective, qu'elle est collective? Oui, la notion de responsabilité collective est déjà reconnue par la Convention cadre des Nations Unies pour l'environnement, puisque si les États, 196 États, se retrouvent, signent, il y a 111 qui ont déjà ratifié, c'est que les États ont compris que la lutte contre les changements climatiques, c'est une responsabilité collective, qu'on ne peut pas faire, certains États sont à mal. C'est d'ailleurs pourquoi l'accord de Paris a fait des souplesses pour pouvoir mener les États-Unis, pour que les États-Unis fassent partie. Donc, la responsabilité collective est déjà là. Mais je pense que là où ce qui manque maintenant, c'est les ambitions des États. Puisque les États sont convaincus. Vous voyez, le président de la République du Togo s'est déplacé. Beaucoup de présidents sont déplacés. Donc, tout le monde sait que c'est important. Maintenant, quelles sont les ambitions que nous avons et comment chaque État compte contribuer pour que ça aille vite? C'est les engagements, la lenteur, compte tenu de tout ce que je viens de dire, qui tourne autour des entreprises, les intérêts économiques. Donc, les États vont tellement lentement et la dégradation se poursuit à un rythme vertigineux. Donc, je pense que si il faut que les États, compte tenu de l'urgence, parce que c'est une course contre la mort, il faut que les États acceptent de prendre des engagements et à un rythme beaucoup plus élevé. Et c'est pour cela que la plateforme 2050 qui a été lancée lors de la COP est une très bonne initiative, parce qu'avec les engagements que certains États ont montré leur engagement à aller plus vite que les promesses. Donc, l'Allemagne, avec une réduction de 85%, le gaz a promis d'ici 2050 une réduction de 85%. Alors qu'au niveau européen, ils sont limités à 40%. L'Allemagne a doublé en allant jusqu'à 85%. Les États-Unis, 80%. Donc, il faut que les États aussi prennent des programmes ambitieux. Et au niveau des pays africains aussi. Vous voyez par exemple que la contribution prévue dans le CPDN du Togo, c'est 11%. C'est 11% de manière inconditionnelle et
31,14%. Et quand vous voyez d'autres pays, c'est 21%, c'est 15%. Bon, c'est vrai que les États africains aussi ont peur de ne pas avoir les moyens pour pouvoir faire des programmes ambitieux. Mais quand vous regardez ça, les contributions prévues sont encore faibles. Donc il faut que les États puissent prendre des engagements ambitieux pour que le problème des changements climatiques puisse être résolu. Merci Fabrice. Est-ce que vous estimez qu'il y a d'autres mesures compensatoires qu'on pouvait adopter si vous aviez à se prononcer en tant que société civile? Quelles sont les autres mesures compensatoires qu'on pouvait appliquer? Non, je pense que, par exemple, si je reviens au niveau du Togo... En dehors de la justice climatique. Oui, il va falloir que les changements climatiques soient au cœur de tout projet de développement. Il ne faut pas que ce soit seulement l'affaire du ministère de l'Environnement. Il va falloir que ce soit au cœur de toutes les politiques. Donc, tout projet qu'on doit faire, est-ce qu'il y a des mesures de durabilité qui sont contenues dedans? Donc nous devons, et il faut traduire de manière concrète les changements climatiques, je l'ai déjà dit, je ne veux pas revenir, en des actes concrets de tous les jours. Il faut que tous les acteurs, au niveau agricole, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau commercial, il faut produire, au niveau du ministère du Commerce, il faut qu'on puisse produire, qu'on puisse vendre. Mais est-ce qu'il faut que le ministère aussi intègre la durabilité? C'est un exemple que j'ai. Oui. Il faut que nos villes, avec leurs déchets. Les villes, la gestion des déchets, le développement anarchique, les transports urbains. Il va falloir que chaque Togolais aujourd'hui, il y a la mairie qui fait beaucoup d'efforts avec les buts Sotra, mais il va falloir qu'on aille plus, qu'on ait plus de... Vous voyez ce que ça rajoute déjà. Vous voyez 60 personnes sur un même bus. Ça pollue moins. Imaginez 5 millions de Togolais ou 7 millions de Togolais. Vous voyez si 4 millions ont des voitures. Vous voyez la pollution. Donc, il faut qu'on puisse arriver à réduire les engins, les équipements, les transports individuels et qu'on puisse tendre vers les transports en commun. Il va falloir, au niveau de l'agriculture, promouvoir, soutenir l'agriculture durable. C'est vrai. Il ne faut pas qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, on réfléchit chaque temps en grain. Il va falloir appuyer, accompagner, intégrer dans les stratégies nationales l'agriculture durable. Parce que le Togo est l'un des pays où les importations ou bien les exportations sur l'agriculture durable sont faibles. Alors qu'aujourd'hui, l'agriculture durable et l'agriculture biologique, par exemple, est recherchée et a une plus-valeur de 40%. Si vous prenez un produit conventionnel et un produit bio, vous avez plus de 40% de coût. Donc, on peut former, accompagner l'agriculture durable, l'agriculture biologique, pour que le Togo puisse accroître ses exportations vers l'Europe, puisque les pays européens ont déjà les sols pollués et n'arrivent pas à produire durable. Donc, un État peut se positionner aussi, développer l'agriculture, le coton biologique. Si vous allez au Burkina, au Mali, le coton biologique est très développé. Mais actuellement, ils sont en train de l'abandonner. Donc, oui. Mais maintenant, au niveau du Togo, il faut accompagner pour qu'on puisse peut-être avoir aussi la production biologique du coton et d'autres choses. Au niveau de l'agriculture, il faut faire des efforts. Au niveau, par exemple, de l'habitat, il faut faire des efforts. La construction anarchique, on doit arrêter. Parce que lorsqu'on parle des changements climatiques, personne ne peut aujourd'hui se lever, prendre son plan et construire comme il veut. Il va falloir que les plans soient contrôlés, qu'on voit les mesures de durabilité. Quelqu'un qui veut construire, qui détruit toute une forêt pour construire, il va falloir qu'il ait un plan de reboiser autour pour pouvoir protéger la nature. Donc tout cela. Même il y a certaines voies. Et ceux qui vivent du bois, du commerce du bois. Oui, mais ceux qui vivent du commerce du bois ont besoin d'être accompagnés. Et les gens même ils doivent d'abord contribuer avant d'être accompagnés. Oui, ceux qui produisent du bois, il y a beaucoup de soucis. Bois de chauffe, ouais. Il y a beaucoup de soucis. Parce que les gens utilisent encore le bois en masse. Donc il faut une politique pour accompagner l'utilisation du gaz. Il y a quand même le gaz qui est là. Il faut le vulgariser. Mais il faut réduire le coût du gaz. Il faut qu'au niveau du Togo... Le gaz est subventionné déjà par l'État Togo. Oui, c'est subventionné, mais c'est encore cher. Il faut encore le subventionner. À notre avis, moi je ne suis pas économiste. Mais si ce que nous on veut, c'est le développement durable. Qui peut contribuer à la subvention? La société civile peut contribuer en faisant par exemple des projets pour divulguer le gaz, pour avoir un projet où on donne gratuitement le gaz. Mais il faut que l'État
contribuent. Il faut que les sociétés là, les Total là, qui ont fait des bénéfices importants, quelle est leur contribution pour le pays dans lequel ils travaillent? Il va falloir que ces sociétés Sodigaz et Total... Ce n'est pas Total seul. Non, je parle de Sodigaz, Total et du reste. Il va falloir que ces sociétés aussi accompagnent l'État en donnant, par exemple, chaque année, un certain nombre de bouteilles de gaz pour accompagner certaines communautés et les encourager à aller vers le gaz. Ensuite, parfois...